ne tombe que 15 cm de pluie par an, le peu d'eau qu'il y a pousse les déchets radioactifs vers la nappe phréatique. Donc, pour des centaines de milliers d'années à venir, les nappes phréatiques autour du site resteront toxiques. Il y a des produits chimiques qui viennent des réacteurs et qui coulent jusqu'au fleuve. Le chrome, par exemple, va affecter les bancs de saumon. Ils pondent sur le sol, le chrome remonte et contamine les œufs. C'est toxique pour les alevins. Les craintes d'Alan Bolt ne sont pas imaginaires. En 2002, un rapport officiel fait pour le département de l'énergie américain annonce qu'il y a du strontium 90, un élément radioactif, dans les poissons de la rivière Columbia. 13 poissons sur 15 pêchés autour du site sont contaminés. Leur consommation régulière multiplie la probabilité d'avoir un cancer. Nous voulons établir un bilan scientifique des pollutions de la rivière. Nous y allons avec Bruno Charéron, un ingénieur en physique nucléaire. Il travaille à la CRIRAD, un laboratoire indépendant d'information et de recherche sur la radioactivité. Nous sommes accompagnés d'un scientifique américain, Norm Bursky. Il a déjà fait des études sur les végétaux contaminés de Hanford. Ici, c'est l'endroit le plus contaminé du monde occidental. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun problème. Comme tu disais, Tom, ils ont modifié le rivage ici. Ils ont fait du remplissage. Il y avait de gros rochers là. Ils ont tout modifié depuis ma dernière visite. La dernière fois que Norm est venu faire des prélèvements, le département de l'énergie américain a très mal réagi. Les agents de sécurité l'ont arrêté. Aujourd'hui, les autorités semblent avoir changé de méthode. Les arbres contaminés ont été coupés et le site a été recouvert avec des galets. Donc en fait, c'est caché dessous. Parce que là, on mesure rien d'anormal. Ce qu'on mesure, c'est les galets, c'est pas le... Bruno finit par trouver un endroit où il est encore possible de prélever de la terre. Au laboratoire de la CRIRAD, l'équipe scientifique analyse la terre et l'eau de la Columbia River. Qu'est-ce que vous avez trouvé à Hanford, sur le site d'Hanford aux États-Unis? Les deux prélèvements qui ont été faits dans le secteur 300 montrent deux choses. D'abord, une contamination en tritium de l'eau de la Columbia, 13 becquerels par litre à cet endroit, alors qu'en amont, il n'y a pas de tritium, moins de 2,5 becquerels par litre. Et deuxièmement, une contamination à la fois par de l'uranium, déséquilibré avec son radium. Il y a 4 fois plus d'uranium que de radium, et ça, c'est pas naturel, c'est donc bien de l'uranium lié au fonctionnement du site. Et puis de l'europium-152, qui est un élément artificiel. Le site de Hanford reconnaît une contamination, par exemple, par du tritium dépassant les limites de potabilité, de 121 km² de surface d'eau souterraine. En clair, ce site continue à fuir en permanence, à entraîner des éléments radioactifs dans les eaux souterraines qui progressivement migrent vers la Columbia River parce que pour certains d'entre eux, iode 129 et technétium 99, il n'y a pas de méthode de décontamination opérationnelle. Pour rattraper les Américains dans la course aux armements, dès 1945, l'Union soviétique va fabriquer une dizaine de sites atomiques. Pendant plus de 30 ans, aucune information ne passe le rideau de fer. En 1976, Jorès Medvedev, un dissident soviétique,
révèle qu'il y a eu un très grave accident radioactif dans l'Oural, un Tchernobyl avant l'heure. En 1957, une cuve de déchets nucléaires mal entretenue a explosé, les mêmes qu'à Hanford. Et pendant 20 ans, personne n'a jamais rien dit. Quand Medvedev fait ses révélations, les scientifiques occidentaux refusent de le croire. Pourquoi, d'après vous, est-ce que les gens ne voulaient pas vous croire? Parce qu'en 1976, tous les pays occidentaux se posaient la question de développer ou non l'énergie nucléaire. Et c'était un problème que je me mette à parler de déchets nucléaires, d'explosions, de contamination. Pour résoudre le problème que je leur posais, ils ont décidé de dire que c'était un complot du KGB, fait pour effrayer l'opinion publique occidentale. Le responsable des questions nucléaires en Grande-Bretagne a déclaré que ce que je disais était faux, que c'était impossible. En fait, la CIA savait que c'était vrai, mais elle gardait le secret. Pourquoi? Probablement pour la même raison. Ils ne voulaient pas causer de problème à l'industrie nucléaire. On leur avait conseillé de ne rien dire. Mais le problème des déchets existe toujours. Il existe bien au Japon, en Angleterre, aux États-Unis, en France, en Russie et dans d'autres pays. Et comment ils gèrent les déchets nucléaires, ça, nous l'ignorons. Nous partons en Russie. L'accident nucléaire de 1957 a eu lieu dans l'Oural, dans la région de Tcheliabinsk. Les informations précises sur cette explosion sont rares, et pour cause. Caché par la CIA, les Russes et toute l'industrie nucléaire, cet accident a révélé que les déchets radioactifs n'étaient pas seulement polluants, mais aussi explosifs. Le site nucléaire de Mayak est depuis 1946 le lieu de production des bombes atomiques russes. Le jumeau du site américain de Hanford. C'est une ville fermée, interdite aux étrangers. Pendant longtemps, elle ne figurait même pas sur les cartes et avait différents noms de code. La cuve de déchets qui a explosé en 1957 était à proximité de cette ville secrète. Ce lieu reste inaccessible. Pour comprendre les conséquences de cette catastrophe, nous allons à Tatarskaya Karabolka, un des villages les plus contaminés par les retombées radioactives. Gulshara Ismagilova avait 12 ans le jour de l'accident. Ce 29 septembre 1957, comme à chaque récolte, 1500 écoliers étaient dans les champs pour aider les ouvriers du kolkhoz. Qu'est-ce qu'on vous a dit à ce moment-là? Voilà comment ça s'est passé. Le 29, toute notre école était dans les champs. Soudain, vers 16 h, on a entendu une explosion très forte. Tous les vieux, tous ceux qui avaient connu la guerre, ont pensé qu'une nouvelle guerre éclatait, car l'explosion a été si forte que la terre a tremblé. Alors, on a vu du côté du village de Karabolka le ciel devenir noir, comme s'il était sale. Ensuite, ça a rempli complètement le ciel.